C'est le mineur qui a bâti son empire alors que la plupart des gens de son âge n'avaient même pas encore terminé l'université. Parker Schnabel a traversé des effondrements, des trahisons et les hivers brutaux du Yukon, mais rien n'égale ce qu'il vient de découvrir. Cette fois, il ne s'agit pas seulement de quelques onces d'or. Il s'agit d'une trouvaille si audacieuse qu'elle pourrait redessiner toute sa carrière. Fans de Gold Rush, préparez-vous, car le dernier pari de Parker pourrait bien marquer l'histoire, ou le briser. Le pari à 15 millions de dollars à Dominion Creek. Dans la saison 15, Parker Schnabel a pris la décision la plus audacieuse et la plus risquée de sa carrière. Acheter Dominion Creek, dans le territoire du Yukon au Canada, pour la somme vertigineuse de 15 millions de dollars. La concession était présentée comme l'un des plus grands terrains vierges encore disponibles dans le Klondike, avec des estimations annonçant jusqu'à 80 000 onces d'or, soit plus de 160 millions de dollars aux cours actuels. Pour un mineur à peine trentenaire, la décision était écrasante. Un engagement capable de définir non seulement une saison, mais la prochaine décennie de sa vie. Mais Dominion Creek n'était pas un prix facile. L'or se trouvait à plus de 12 mètres de profondeur, enfoui sous d'épais couches de pergélisol, de gravier et d'argile. L'extraire ne consistait pas simplement à retourner de la terre aurifère et à la passer dans une usine de lavage. Cela signifiait déplacer des millions de mètres cubes de terre gelée, brûler du diesel par tonnes entières et investir encore des millions dans les engins lourds, les réparations et la main-d'œuvre. Les seuls coûts initiaux suffisaient à ruiner les plus petits exploitants. Parker a plus tard avoué au magazine People qu'en signant le chèque, il avait eu l'impression de se trouver à un carrefour. Nous avions un énorme choix à faire dès le début de la saison. Prendre beaucoup plus de risques et dépenser une fortune dans un nouveau terrain ou réduire la voilure. J'ai probablement préféré perdre de l'argent et garder mon équipe entière plutôt que de réduire. Pourtant, malgré le battage médiatique, Dominion Creek n'a pas tenu ses promesses au départ. Dans les premières semaines d'exploitation, l'équipe de Parker n'a récupéré que 364 onces d'or, une poussière comparée à son objectif ambitieux de 10 000 onces pour la saison. Les pannes n'ont rien arrangé. Big Red, l'usine de lavage la plus fiable de Parker, a subi une casse de ressort sur son tamis vibrant, forçant un démontage et une reconstruction complète qui ont coûté plusieurs jours de production. Roxane, la nouvelle usine de lavage censée révolutionner les opérations, a trébuché elle aussi. Bourrage de convoyeurs, conduite d'eau endommagée, courroies déchirées, autant d'incidents qui paralysaient régulièrement le chantier. Chaque panne signifiait de l'arrêt, et chaque heure d'arrêt représentait des onces et des revenus perdus. Le terrain, lui aussi, s'est révélé impitoyable. Les excavatrices affrontaient un pergélisol aussi dur que du béton, détruisant les lames en quelques jours. Les factures de carburant explosaient alors que bulldozers et camions peinaient à déplacer la terre gelée. À un moment, un nouvel opérateur a failli renverser une machine dans une fosse, rappel brutal de la dangerosité du travail à Dominion. En janvier, Parker se retrouvait face à la possibilité que Dominion Creek entre dans l'histoire de Gold Rush, non pas comme son triomphe, mais comme sa plus grosse erreur. Pour se rattraper, il a misé gros sur Roxane, l'usine ultra-moderne que son équipe avait mis 2 ans à concevoir. Construite pour l'efficacité, elle pouvait traiter plus de matériaux que toutes les autres usines qu'il avait utilisées. Sur le papier, elle était capable de produire 120 000 $ d'or par jour. Mais Parker a rapidement appris que la théorie et la pratique ne coïncident presque jamais. Roxane était minée par des problèmes de jeunesse, pannes électriques, dégâts d'eau, pièces fragiles. Elle ne tournait que rarement à pleine capacité. Les équipes s'acharnaient à la maintenir en vie, conscientes que chaque heure d'arrêt coûtait des milliers de dollars. Peu à peu, grâce à des ajustements et de la persévérance, Roxane a commencé à prouver sa valeur. Lors d'une pesée, elle a livré 155,9 onces, d'une valeur de près de 400 000 $. Combinées avec Big Red et Big Bob, les 3 usines ont extrait 449 onces en une seule semaine.
permettant enfin à Parker de franchir la barre des 5000 onces pour la saison. Un jalon, certes, mais seulement la moitié de son objectif, et le temps pressait. Le tournant est venu quand Parker a décidé de miser sur des terrains rejetés par d'autres mineurs des décennies plus tôt. Il a ordonné à son équipe de tester les résidus laissés par les exploitants des années 1980 et 1990, des zones supposées épuisées. C'était un pari dans le pari. Mais encore une fois, l'instinct de Parker s'est révélé juste. Sous des couches de déblais gelés, Roxane a mis au jour quelque chose d'extraordinaire. Une veine aurifère massive, plus riche que tout ce que Parker avait vu à Dominion. En une seule récupération, ils ont sorti 340 onces d'or, soit environ 750 000 $. Et ce n'était pas seulement le poids de l'or qui les a stupéfiés, c'était sa texture et sa pureté, de l'or en poudre fine mélangée à des pépites massives, suggérant des filons encore plus riches en profondeur. Pour une équipe épuisée par les pannes et les longues heures, la découverte a rallumé l'espoir que Dominion pouvait réellement rapporter. Avec les cours de l'or proches de leur record, cette trouvaille pouvait représenter des millions de revenus. Mais au-delà de l'argent, elle offrait à Parker quelque chose d'aussi précieux, l'élan. Cependant, Dominion Creek n'est pas une concession ordinaire. Sa taille et sa profondeur font que le succès ne se mesure pas en centaines d'onces, mais en milliers. Salaire de l'équipe, maintenance des engins, factures de carburant et redevances se chiffrent en millions chaque saison. Parker l'a reconnu lui-même dans une interview à Discovery. Nous ne sommes pas une petite équipe agile. Nous avons besoin de beaucoup de terrain et nous avons besoin de beaucoup d'onces extraites du sol pour survivre. Chaque saison est une course contre le temps et contre la météo. Et Dominion décuple cette pression. La licence d'eau et les permis de Parker ne lui donnent que 6 ans pour exploiter la propriété. Pour rentabiliser son investissement, il doit extraire en moyenne 10 000 onces d'or par an. Tout écart pourrait signifier non seulement perdre des millions, mais aussi laisser dans le sol de l'or déjà payé. C'est pourquoi chaque panne paraît catastrophique et chaque contretemps ronge le moral des équipes. La mine perdue et le journal caché. L'une des histoires parallèles les plus surprenantes et captivantes de la saison 15 a commencé bien loin de Dominion Creek, dans les allées silencieuses d'une boutique d'antiquités à Fairbanks, en Alaska. Parker y est tombé sur une carte minière dessinée à la main, datée de la fin des années 1800, à l'époque de la ruée vers l'or du Klondike. Les bords de la carte étaient effilochés, son encre estompée par le temps, mais elle comportait des marquages qui ont immédiatement attiré l'œil exercé de Parker, des annotations signalant un puits à Porcupine Creek, une zone longtemps considérée comme épuisée. Pour la plupart, cette carte n'était qu'une curiosité. Pour Parker, c'était une piste à suivre. « On n'a rien à perdre », a-t-il confié à son équipe. « Au pire, ça ne mène nulle part. Au mieux, qui sait ce qui nous attend là-dessous ?» En suivant les coordonnées approximatives, Parker et son équipe ont dû se frayer un chemin à travers une forêt envahie, traînant leur matériel sur un terrain accidenté pour atteindre le site. Ce qu'ils ont découvert les a stupéfaits, les restes à peine visibles d'une entrée en bois, effondrée sous des décennies de terre et de mousse. Après avoir soigneusement dégagé l'ouverture, ils ont révélé un puits étonnamment intact, scellé depuis plus d'1 siècle. À l'intérieur, l'air était vicié et lourd, saturé de l'odeur du bois pourri et de la terre ancienne. La troupe a avancé à la lumière de leurs lampes torches, dont les faisceaux tranchaient l'épaisse poussière. Là, soigneusement empilés comme en attente d'être retrouvés, reposaient des outils d'une autre époque. Pioches rouillées, lanternes noircies de suie et sacs de jute laissant échapper de petites quantités d'or brut non raffiné. Mais le véritable trésor n'était pas l'or. C'était un petit journal relié de cuir, usé par le temps, dissimulé dans une boîte métallique verrouillée et rongée par la rouille. Le journal appartenait à l'un des mineurs originels de Porcupine Creek dans les années 1890. Ses pages, fragiles mais encore lisibles,
décrivait les épreuves du Yukon, hiver meurtrier, maladie, vivre en pénurie. Mais vers la fin, les écrits devenaient étranges. Le mineur racontait avoir découvert une pierre étincelante au fond du puits. Contrairement aux veines de quartz aurifères habituelles, celle-ci brillait de façon inhabituelle, comme si elle contenait un autre élément. Ses mots devenaient frénétiques, ses compagnons tombaient malades, les machines se brisaient, et il était persuadé que la pierre était maudite. Dans les dernières pages, il avouait avoir scellé une partie du puits et abandonné le site, craignant qu'une poursuite de l'extraction ne provoque un désastre. Parker, peu enclin à céder aux superstitions, a confié des échantillons de la pierre à sa géologue, Léa. Les tests ont révélé quelque chose de remarquable. Un composite minéral rare, fusionné à de l'or, différent de tout ce qu'on trouve habituellement dans le Yukon. Il contenait des traces d'éléments suggérant des conditions géologiques inhabituelles, probablement des indices d'activité hydrothermale ou de processus de minéralisation encore non documentés dans la région. Pour les géologues, ce n'était pas un simple échantillon aurifère. C'était peut-être une avancée décisive dans la compréhension de la formation de l'or dans certaines zones du Klondike. Des scientifiques, mis au courant de la découverte, ont même spéculé qu'elle pourrait redessiner les cartes géologiques existantes et raviver l'intérêt académique et commercial pour une région jugée depuis longtemps épuisée. La plupart des mineurs auraient balayé la carte comme une relique. Parker y a vu une opportunité. On ne sait jamais d'où viendra le prochain grand coup de chance, a-t-il confié face aux caméras. Parfois, ce n'est pas une question d'once. Parfois, c'est juste écouter les histoires que la Terre essaie encore de raconter. Cette trouvaille a aussi donné un élan bienvenu à son équipe. Après des semaines d'échecs à Dominion, l'idée de participer à la redécouverte d'un chapitre oublié de l'histoire du Yukon a ravivé leur énergie. Ce n'était plus seulement une question d'argent, c'était une question d'héritage. Au-delà de l'or. Pour comprendre pourquoi Parker Schnabel continue de prendre des risques aussi énormes, il faut regarder d'où il vient. Né en 1994 à Haines, en Alaska, Parker a grandi avec l'exploitation minière dans le sang. Son grand-père, John Schnabel, était une véritable légende locale, propriétaire de la Big Nugget Mine, un homme dont la résilience et la sagesse acquises à la dure ont marqué les premières années de Parker. Alors que la plupart des enfants jouaient aux jeux vidéo ou faisaient du vélo, Parker grimpait déjà sur des engins lourds à un âge où ses pieds touchaient à peine les pédales. John ne maquillait pas la réalité de ce métier. Il a appris à Parker ce que signifiaient les pannes, les terrains ingrats et les heures interminables nécessaires pour maintenir une équipe en mouvement. Mais il lui a transmis quelque chose d'encore plus précieux. La conviction que la persévérance finit toujours par payer. À 16 ans à peine, Parker ne se contentait plus d'apprendre. Il dirigeait lui-même la Big Nugget Mine, alors que la plupart de ses camarades de lycée se préparaient simplement pour le bal de promo. 2 ans plus tard, il a fait un saut encore plus audacieux. À 18 ans, Parker a quitté le confort de sa maison pour tenter sa chance au Klondike en louant du terrain à nul autre que Tony Beats, le fameux roi du Klondike. Peu pensaient que l'adolescent pourrait rivaliser avec des vétérans forts de plusieurs décennies d'expérience. Pourtant, les spectateurs de Gold Rush ont vu en direct Parker surpasser des hommes plus âgés et plus robustes, prouver ses talents de leader et extraire des quantités d'or records. Ce premier succès a allumé une flamme qui ne s'est jamais éteinte. Depuis, Parker a porté sa soif de découverte bien au-delà de l'Alaska et du Yukon. Sa série dérivée, Parker's Trail, est devenue un terrain d'épreuve pour l'esprit d'aventure du jeune mineur. Dans les jungles de Guyana, il a affronté serpents venimeux, chaleur extrême et machines englouties dans la boue, tout ça pour la chance de trouver de l'or dans des terrains que la plupart des mineurs n'oseraient même pas toucher. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est monté dans les montagnes pour tester ses compétences dans l'une des frontières minières les plus reculées et les plus dangereuses de la planète. Et en Australie,
Il a pourchassé des pépites de taille record à travers l'Outback, apprenant auprès de certains des prospecteurs les plus coriaces du monde. Chaque expédition lui a rappelé la même leçon. Parker n'a pas peur du risque. Au contraire, il s'en nourrit. Pour lui, l'exploitation aurifère est plus qu'un métier, c'est une identité. Comme il l'a dit un jour, l'orpaillage, ce n'est pas juste un travail, c'est une obsession, c'est dans mon sang. Un millionnaire qui vit comme un mineur. Et pourtant, malgré toute la richesse qu'il a arrachée à la terre gelée, des dizaines de millions de dollars d'or au cours de sa carrière, Parker Schnabel ne vit pas comme les magnates qu'on imagine en entendant de tels chiffres. Il ne parade pas dans une flotte de Lamborghini, ni ne s'envole vers une villa de Malibu. En réalité, il ne possède même pas de maison traditionnelle en dehors de ses sites miniers. Interrogé sur son style de vie par PeopleFan 2024, Parker a admis « Je ne dépense pas vraiment beaucoup d'argent en biens matériels. Je suis un grand amateur d'expériences partagées solides, et c'est probablement là que je dépense le plus. » C'est une philosophie rare dans la télé-réalité, surtout dans une franchise où le succès se mesure en onces et en dollars. Mais elle s'aligne parfaitement avec l'image que Parker cultive depuis son adolescence. Sérieux, ancré dans le réel et indifférent aux excès. Les téléspectateurs qui s'attendent au clinquant d'autres stars de la télé-réalité sont souvent surpris de le voir dormir aussi bien sur le canapé d'un ami à Los Angeles que dans un camp minier du Yukon. Il a même plaisanté un jour en interview en disant que son équipe devait lui retirer sa carte de crédit pendant la saison. Non pas parce qu'il s'achetait des voitures de sport, mais parce qu'il commandait impulsivement plus de pièces et de machines que le budget ne pouvait en supporter. Ce sur quoi Parker dépense, ce sont les moments. Quand l'épuisement d'une saison brutale use ses hommes, il investit dans le moral, non pas avec des augmentations, mais avec des expériences qui leur rappellent pourquoi ils restent à ses côtés. Il a organisé des chasses dans le wilderness de l'Alaska, couvert toutes les dépenses pour des week-ends à Las Vegas et payé des sorties de pêche qui faisaient aussi office de retraite de cohésion. Le mode de vie sobre de Parker n'est pas qu'une singularité personnelle, c'est une stratégie. Il sait mieux que quiconque que l'orpaillage est un métier capricieux. Le prix du carburant explose, les machines tombent en panne et un terrain prometteur peut devenir stérile en quelques jours. Chaque dollar gaspillé dans le luxe est un dollar qui n'est pas réinvesti pour maintenir l'opération en vie. C'est pourquoi son équipe le voit réinjecter ses profits dans les infrastructures, usines de lavage ultramodernes, nouveaux bulldozers, camions de transport et tout le soutien logistique qui les maintient compétitifs dans le Yukon. Pour ces hommes, ces choix le distinguent. Ils n'arrivent pas en vêtements de créateurs et ne cherchent pas à les impressionner avec des gadgets. À la place, il investit dans leur confort et leur bien-être. Les membres de son équipe racontent souvent qu'il paie discrètement l'addition après une soirée au bar ou qu'il organise un week-end de repos après des périodes de travail particulièrement éreintantes. C'est sa manière de montrer sa gratitude. Non par des récompenses matérielles, mais en créant des souvenirs communs. Cette approche a forgé la loyauté. Les équipes minières sont notoirement volatiles, passant d'une opération à une autre pour de meilleurs salaires. Mais la capacité de Parker à garder la majorité de son équipe saison après saison prouve que sa philosophie fonctionne. Ces hommes ne travaillent pas seulement pour un chèque, ils travaillent pour un chef qui les traite comme une famille. Cette humilité est devenue partie intégrante de la marque Parker Schnabel. Les fans le remarquent aussi. Alors que d'autres stars de la télé-réalité exhibent villas et voitures sur les réseaux sociaux, Parker publie des clichés de bottes boueuses, de son labrador noir Dozer à ses côtés, ou de son équipe rassemblée autour d'un feu de camp après une longue journée. Son public voit non seulement un mineur en quête d'or, mais un jeune homme choisissant la simplicité plutôt que l'extravagance, la rudesse plutôt que le glamour. C'est un choix qui reflète ses origines. Le petit-fils de John Schnabel, un homme qui croyait que la réussite ne se mesurait pas à ce que l'on possédait, mais à ce que l'on construisait
et aux personnes que l'on emmenait avec soi en chemin. En dehors de l'exploitation minière, Parker Schnabel mène une vie étonnamment modeste pour quelqu'un qui a sorti des dizaines de millions en or du sol. Il garde un cercle restreint, valorise la loyauté plus que la popularité et s'entoure non pas de foules d'admirateurs, mais des rares personnes et animaux qui le maintiennent enraciné. Son compagnon constant est son chien doseur. Quand les longs hivers d'Alaska ou du Yukon interrompent les travaux, Parker ne recherche ni tapis rouge ni stations exotiques. À la place, il s'adonne à d'autres formes de plein air. On l'aperçoit souvent en motoneige sur des sentiers gelés, en partie de chasse avec des amis ou en train de pratiquer des sports extrêmes comme le kitesurf, un sport qu'il a mentionné comme une manière de clarifier son esprit tout en testant ses limites. Ces activités n'ont rien à voir avec la richesse ou l'image. Malgré sa notoriété sur Discovery, avec plus de 200 épisodes de Gold Rush à son actif, Parker reste farouchement discret. Il partage rarement des détails de sa vie privée, n'exhibe pas de possessions en ligne et fuit le circuit des célébrités auxquelles beaucoup, à sa place, succomberaient. Ceux qui le connaissent soulignent souvent que sa personnalité hors caméra est exactement ce que les téléspectateurs voient à l'écran. Concentré, direct, travailleur et parfois obstiné. Dans une industrie et une franchise télévisée construite sur le spectacle, Parker a réussi à préserver un sens de l'authenticité. Beaucoup de cela vient de l'influence de sa famille, en particulier de son grand-père, John Schnabel. Légende du monde minier en Alaska, John fut plus qu'un mentor. Il fut la boussole morale de Parker. John est décédé en 2016, mais Parker parle encore de lui avec une profonde révérence, le créditant comme la force qui guide chacune de ses grandes décisions. Quand le poids de Dominion Creek devient trop lourd, quand les machines lâchent, que les dettes s'accumulent ou que les objectifs paraissent impossibles à atteindre, ce sont les leçons de John auxquelles Parker revient. Le parcours de Parker Schnabel a toujours été une affaire de plus que d'or. C'est une histoire de risque, de résilience et de volonté de creuser encore, même quand les chances semblent inexistantes. Sa dernière découverte pourrait bien être le tournant de sa carrière, ou le pari qui le définira à jamais. Mais maintenant, c'est à vous que je m'adresse. Pensez-vous que Dominion Creek deviendra le plus grand triomphe de Parker, ou pousse-t-il sa chance trop loin? Laissez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes fan de Gold Rush et de récits comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo avec votre équipe et de vous abonner pour plus d'histoires venues du Klondike. La ruée n'est pas terminée, et l'histoire de Parker non plus.